Donc, nous avons le plaisir et l'honneur ce matin de recevoir Christelle Cavala, qui est professeure des universités en linguistique et didactique du français langue étrangère à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et au laboratoire d'ILTEC de l'université Sorbonne Nouvelle. Elle est directrice adjointe de ce laboratoire et ses activités de recherche portent sur l'enseignement et l'apprentissage du lexique transdisciplinaire scientifique en classe de langue et de l'expression des émotions. Elle utilise bien sûr les corpus numériques comme outil pour la recherche et en classe de langue. Donc, elle a travaillé beaucoup sur le lexique en FLE et en français académique, ou FOU, français sur objectif spécifique, sur la phraséologie du FLE et du FOU, le lexique des émotions en FLE et l'utilisation des corpus en classe de langue, comme en témoignent quelques intitulés de ses publications les plus récentes. Un corpus pour l'enseignement des routines langagières en FLE, Comparing French Liaison Acquisition in L1 Children and L2 Adults, Methodological Issues in Exploring Differences and Similarities, Importance de la culture dans l'enseignement du lexique des émotions auprès d'étudiants mongols, une méthodologie sur corpus pour l'écriture en FOU, exemple d'enseignement de la phraséologie transdisciplinaire à l'aide de corpus numériques en FLE, Teaching Effects in French as a Foreign Language, a trial focusing on intensifiers in collocations, et collocation transdisciplinaire dans les écrits de doctorants. Un échantillon un échantillon parmi d'autres. Voilà, donc vous l'aurez compris, Christelle est une spécialiste de corpus, comme plusieurs d'entre nous ici, et nous avons donc le plaisir de l'écouter ce matin. Christelle, je te donne la parole. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir en tout cas. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment très, très gentil à vous. Puis c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici à Paris 7. Donc voilà, merci à toute l'équipe du Pearl aussi, qui est formidable et qui fait des choses vraiment que j'adore. Donc aujourd'hui, la commande était de vous parler des corpus numériques. donc je ne vais pas aborder les aspects phraséologiques, mais vraiment plutôt le côté corpus et puis leur intégration en didactique des langues. Alors, ce qu'il y a, c'est que souvent ça fait peur quand je parle des corpus, c'est-à-dire qu'on me prend pour une informaticienne et on me dit « Ah, mais vous allez nous parler de code » et ça ressemble un peu à ça, je pense, j'imagine, dans le cerveau des gens. Eh ben non, je ne vais pas vous faire peur, normalement. Je ne suis pas du tout informaticienne et je ne vais pas vous parler de code. Je vais donc vous parler de l'utilisation, je suis une utilisatrice d'outils qui sont fabriqués par d'autres, qui eux sont notamment informaticiens ou ingénieurs ou tanistes, mais moi je ne les fabrique pas. Donc il faut qu'on réfléchisse en tant que didacticien à comment utiliser ces outils. Donc une petite présentation liminaire va, j'espère, nous mettre un peu dans une ambiance que j'aimerais créative. Voilà. Alors, donc je ne sais pas si vous connaissez tous l'éminent Michel Serres. Je ne me compare pas du tout à lui, hein, c'est vraiment juste parce que je le trouve moi merveilleux. Et là... Je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance de l'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Donc vous avez compris, je vais moi-même essayer d'être intelligente, parce que je ne suis pas sûre d'y arriver, mais en tout cas, essayer d'être imaginative, créative, et je pense que c'est là où on en est tous,
C'est-à-dire que hier déjà, ça a été dit plusieurs fois, que ces outils sont très utiles. Ces outils, et puis Internet nous propose plein de choses, et donc c'est à nous maintenant d'organiser tout ça pour devenir créatifs et en faire quelque chose qui nous serve de façon pertinente pour l'objectif que j'ai moi par exemple, c'est l'enseignement des langues. Il a été dit également hier que ces nouvelles technologies ne sont pas nouvelles, et là je suis entièrement d'accord, c'est pas nouveau du tout, hein, les corpus, donc on a par exemple Nathalie qui travaille depuis longtemps dessus, et avant elle déjà des gens travaillaient dessus, donc c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est en effet réfléchir à comment les utiliser pertinemment pour qu'ils rentrent en classe de langue. Alors, du coup, voilà l'objectif de cette conférence. Donc, je vous donne la diapo de fin, et pour vous dire, ben voilà, je vais, moi, merci. Je vais vous montrer comment j'en arrive là, c'est-à-dire comment on peut arriver à dresser des critères qui peuvent nous aider justement à, après, être créatifs pédagogiquement. Alors, qu'est-ce que d'abord un corpus? Donc, je ne sais pas si dans la salle certains peut-être ne savent pas vraiment, alors je vais faire vite. Je vous épargne les grandes définitions, notamment des deux personnes que je cite ici, Rastier et Sinclair. Je vais plutôt essayer de vous expliquer. Donc, on a un corpus, et en linguistique de corpus, parce que la définition n'est pas la même si je vais en littérature, par exemple, en sociologie, etc. En linguistique de corpus, un corpus, c'est le fait de rassembler des documents, soit textuels, soit audio, mais que ces documents soient entiers. Je ne prends pas que des extraits de ces documents, je prends les documents dans leur entièreté et je les rassemble quelque part. Alors, quelque part, c'est informatiquement, donc je fais appel à des tablistes notamment, donc qui font des codes, etc. Là, je ne maîtrise pas du tout, et qui me les rangent. Ce qu'il y a, c'est que le rangement, c'est moi aussi qui décide. Je décide avec eux de comment je veux ranger ces documents pour pouvoir ensuite avoir un classement qui me paraît pertinent pour ce que je veux en faire à la fin. Donc, par exemple, Rastier propose un classement en discours et genre. Et donc, c'est vrai que c'est un classement qui est assez souvent repris. Donc, je vous ai mis un exemple. Donc, par exemple, le discours journalistique, donc de la presse. Et puis, je vais avoir des genres de cette presse. Donc, par exemple, le genre économie ou le genre faits divers, etc. Et on a pareil en littérature ou bien en sciences, puisqu'on a fait des corpus scientifiques. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après, déjà, d'abord, je suis contente parce que j'ai tout rangé mon bureau, tout est bien rangé, tout est bien classé. Donc là, je suis contente et je vais pouvoir, du coup, utiliser l'outil. Et alors, pour utiliser l'outil, là, je fais à nouveau appel à des tablistes qui vont me faire des programmes pour pouvoir extraire des éléments donc, de cette banque de données que j'ai sous la main. Et ce qu'il y a, c'est que là, l'extraction, et c'est ça parfois qui pose problème aux enseignants, ils ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas extraire tout le corpus. C'est-à-dire que j'ai rentré dans la machine des textes entiers, mais je ne peux pas sortir des textes entiers. Donc, à la fin, ce qui sort de la machine, ce sont des extraits de ces textes. Donc, par exemple, je peux vous montrer un exemple de sortie. Donc là, c'est sur le corpus lexicoscope, qui a été développé à Grenoble par Olivier Crève notamment. Donc là, c'est ce qu'on appelle un concordancier. Donc j'ai au milieu le mot pivot, et puis le contexte droit et le contexte gauche. Ici, alors dans l'interface, quand je clique sur la colonne ici en rouge, enfin avec les données en rouge, j'ai l'extrait plus large qui apparaît, mais pas l'article en entier. Je n'ai pas accès à l'article en entier, ce qui, en effet, parfois perturbe un peu les utilisateurs. Mais c'est pas l'objectif ici, et c'est pas bien grave dans un premier temps. Voilà, voilà. Donc passons maintenant à l'idée de pourquoi je vais intégrer ces outils dans une classe de langue. Alors il y a plusieurs raisons. D'abord des raisons d'ordre, je dirais, plus matériel, même si l'intuition des natifs, c'est pas vraiment matériel, mais c'est entre les deux. C'est à la fois du linguistique et autre chose. Alors d'abord, c'est un grand échantillon. Alors ça, on le sait depuis le début, c'est-à-dire que c'est un grand échantillon de langue.
Donc depuis le début, on le sait, et on va avoir des millions de mots à notre disposition. Donc par l'exemple, un des exemples donc dans le lexicoscope, 63 millions de mots ici autour pour un des corpus du lexicoscope, le corpus de presse de 2010 à 2015. Un autre exemple beaucoup plus gros, celui-ci, parce que c'est un corpus du web, le corpus de Leipzig, donc notamment le corpus français de Leipzig, avec 1,5 milliard de mots. Donc on voit ici que ça y est, on atteint des nombres de mots impressionnants. Donc on a vraiment un grand échantillon de langue. Et du coup, pour un prof de langue, c'est vrai que c'est un peu une mine quand même, et on se dit il faut faire quelque chose avec ça. Alors un autre... du coup, pourquoi il ne veut pas... Alors, et puis le deuxième élément, c'est un défi, ça défie en fait l'intuition des natifs notamment, et puis des non-natifs également. C'est-à-dire qu'on s'est rapidement rendu compte avec les corpus que si je cherche quelque chose dans un corpus et que j'ai une idée, déjà une représentation de ce que je cherche, eh bien, parfois, mon intuition, ma représentation va être bouleversée par les résultats que vont me donner le corpus. Donc ça, on le voit tous les jours. Moi, je le teste tout le temps dans mon cours pour le montrer aux étudiants. Donc là, par exemple, un test que je fais assez régulièrement, je leur demande d'aller chercher le mot bras dans un corpus et de voir un peu ses utilisations, ses contextes d'utilisation. Alors, d'abord, je fais un petit sondage dans la salle et je leur dis, le mot bras, à votre avis, on l'utilise dans quel contexte ? Bon, ils disent en médecine, en sport, voilà, c'est souvent les deux trucs qui sortent. Les vêtements, des fois, ça sort aussi. Et puis on dit, allez, on va chercher, on va voir ce qu'ils donnent. Et puis, pas du tout. Ni le sport, ni la médecine sortent en premier. C'est, vous voyez, c'est d'ailleurs plus journalistique, et ce sont en plus des formes figées. C'est pas du tout le sens du mot bras en tant que membre, on est bien d'accord. Donc là, ça bouleverse en effet les intuitions des natifs et ça leur montre comment le mot en fait est utilisé. Donc ça aussi très important pour la didactique des langues bien sûr. Et donc il y a un deuxième plan qui est important, c'est le plan didactique. C'est-à-dire qu'au plan didactique, on se rend compte dès l'instant où on a cette masse importante de mots, ça peut aider donc à la découverte de phénomènes langagiers, à la fois écrits et oraux, même si les corpus oraux sont moins simples à interroger pour l'instant. Et puis surtout, c'est un outil en ligne, finalement assez facile à interroger, en tout cas de plus en plus facile à interroger, et donc les apprenants étrangers peuvent l'interroger tout seuls et donc faire des recherches autonomes. C'est un outil finalement, ça devient un outil comme un dictionnaire en ligne par exemple. Alors, comment intégrer ces corpus en classe de langue, c'est là la grande question, c'est-à-dire que comme ça fait un peu peur, comme je disais au début, beaucoup d'enseignants rechignent un peu à utiliser ces éléments-là en classe de langue. Donc on va voir comment on peut les intégrer. Alors qu'est-ce qu'on a en présence? On a donc des corpus numériques, on a l'idée d'une analyse de la langue pour l'enseigner, et puis donc il faut penser à quelle approche didactique je vais mettre en place pour enseigner cette langue grâce à ces outils. Alors, les corpus numériques, quand même, depuis au moins, donc moi ça fait à peu près un peu plus de 10 ans que j'enseigne avec ces outils-là, et j'ai vu une évolution assez rapide d'ailleurs des étudiants, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il y a 10-15 ans, les étudiants avaient un peu de mal avec la chose, et généralement je passais les 2 premières séances à vraiment leur expliquer comment l'utiliser. Maintenant c'est bon, en 1 heure généralement c'est bon, c'est plié, ils sont sur l'appli et ils savent utiliser ça. Donc il n'y a pas de question, je dirais, cognitive d'appréhension de l'outil, en tout cas elle disparaît. Alors c'est vrai qu'au début, je pense que Nathalie a peut-être vécu ça aussi, moi quand je formais des profs au début, c'était vraiment l'angoisse de l'utilisation de ces outils-là, et notamment ma génération, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, moi je me souviens avoir vu dans les années 90 Fatal Error, s'affichait en gros en rouge sur l'écran de l'ordinateur, et là ça nous faisait tous peur puisqu'on se disait ça y est, j'ai tout fait bugger, il n'y a plus rien qui va marcher, etc. Donc voilà, il y a cette appréhension qui est quand même là encore dans certaines générations, mais voilà, ça disparaît. Donc
Du coup, pour les étudiants d'aujourd'hui, c'est comme une appli de téléphone qu'on télécharge et on met 10 minutes à voir comment ça marche et puis hop, c'est bon, on s'y met. Donc ça ne pose plus ce problème-là, donc ce problème-là est éliminé désormais. Ensuite, donc l'analyse de la langue. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment un outil qui est fait pour être utilisé directement, c'est-à-dire je veux ma réponse. Les étudiants l'utilisent pour avoir une réponse directe sur une question immédiate de langue. Donc ils veulent avoir une réponse rapide. Et ça, on peut l'avoir grâce au corpus. Et puis donc, l'approche didactique, c'est là qu'on va voir un peu ce qu'il en est. Alors, l'idée, elle n'est pas, c'est pas une idée toute neuve, et puis elle a été reprise par Boulton et Tyne, notamment dans leur ouvrage de 2014. Donc l'idée, c'est de partir des savoir-faire. Donc justement, comme maintenant ils savent faire, on se rend compte quand même d'une chose qu'ils ne savent pas très bien faire, c'est la recherche. Comment je trouve quelque chose que je cherche? Et donc sur Internet, c'est vrai que si on tape qu'un seul mot, eh bien, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Donc l'idée, c'est de leur montrer d'abord un peu comment donc, utiliser des outils et comment on cherche. Tout ça pour, je rejoins un peu ce que disait Nathalie hier sur l'intelligence artificielle. La machine est bête, hein, et l'intelligence artificielle ne réfléchit pas, elle n'est pas si intelligente que ça. Et en effet, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre comment l'outil a été créé pour l'interroger de façon à ce qu'il nous réponde pertinemment, du coup. Donc il faut rentrer dans un peu comprendre comment la machine fonctionne. Donc ça, quand même, des fois, après, c'est vrai que pour certains corpus, c'est pas toujours évident. Ensuite, donc, il faut faire émerger les questionnements pour une recherche précise, c'est-à-dire que là, on est dans la langue, chaque étudiant va se poser les questions de langue dont il a besoin. Donc les aider à formuler les questions qui les intéressent pour un objectif qu'ils ont. Donc là, je pense par exemple aux étudiants, moi, que je forme en FOU, en français sur objectif universitaire, où leur question va être comment je fais pour écrire mes hypothèses, ou comment je fais pour écrire mes résultats. Voilà, donc c'est des questions vraiment précises et directes dont ils veulent des réponses. Et puis, extraire justement, précisément, ce que l'on cherche. Donc là, comment mettre en place ça, comment mettre en place cette extraction et tout ce cheminement vers l'extraction. Alors, on connaît deux approches qui ont déjà été citées, donc le corpus driven et le corpus based, qui ont été développés il y a maintenant quand même longtemps. J'ai mis Leach, mais avant lui, déjà d'autres avaient pensé à ça. Donc, ces deux approches, l'une où l'utilisateur cherche ce que le corpus contient et qui correspond à ce qu'on connaît mieux sous l'appellation de DDL, je ne sais pas si tout le monde connaît dans la salle, mais le Data Driven Learning, ou en français, donc apprentissage guidé par les données, ou après ce que Boulton et Tyne justement ont repris comme apprentissage de corpus, ou bien donc le corpus based, qui a été un peu trop vite, de mon point de vue, jeté aux orties, dans le sens où le corpus based, c'est pas bien, on biaise les choses. Non, au plan didactique, c'est ce que font les gens de façon naturelle. Donc il ne faut pas brider le naturel, d'accord? Enfin, en tout cas, en didactique, c'est un peu ma philosophie, puisque pour apprendre, il faut être à l'aise, hein, sinon on apprend mal. Donc, du coup, ce que propose Boulton et Tyne, c'est une utilisation, c'est pas vraiment à la combinaison des deux, mais en tout cas, on peut le voir comme ça. Et c'est comme ça un peu que je vais vous le présenter, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse, on tend vers le corpus driven en commençant peut-être par le corpus based, si en tout cas l'assistance préfère dans ce sens-là. Ça va, je suis pas assez bon, je suis là. Alors, en classe de langue, du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, on va avoir deux entrées possibles, deux grandes entrées de mon point de vue, qui ont été longtemps opposées, mais qui en fait, pareil, sont complémentaires, c'est-à-dire une entrée dite onomasiologique ou l'autre sémasiologique. Alors, ce sont deux entrées qui, deux mots barbares, hein, désolé, je vais vous expliquer, qui au départ viennent de la linguistique, mais qui ont été repris donc en didactique, et notamment en didactique des langues. En gros, et pour vous expliquer rapidement, je vais faire court. Donc l'onomasiologie, c'est une entrée par
thème, là où la sémasiologie, c'est une entrée par mot. Donc, didactiquement, l'onomasiologie, je me pose la question, de quel mot j'ai besoin pour dire telle notion? Alors qu'en sémasiologie, j'ai le mot, et je me dis, dans quelle notion entre ce mot? Vous voyez, c'est l'inverse, d'accord? Donc, ce qui a donné en didactique depuis des lustres, notamment en FLE et dans les manuels, au début, donc, on fait apprendre des listes de mots. Donc ça, c'est sémasiologique. Et après, on se pose éventuellement la question de comment j'utilise ce mot. Donc ça a été fait pendant quelques années. Et puis, quand même, en FLE, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas super bien. En tout cas, pas pareil pour tout le monde. Donc on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on est rentré par la thématique. Donc on a pris l'entrée onomasiologique. On s'est dit, bon, alors par exemple, et donc toutes les premières leçons de FLE dans toutes les méthodes, dans tous les manuels, du niveau A1, c'est apprendre à saluer. Donc voilà, j'ai la salutation, ma notion, et je me pose la question de quel mot j'ai besoin en français pour saluer. Et donc là, je vois que je peux dire bonjour à un tel, ou salut à un autre, etc. Donc du coup, j'ai ces deux entrées qui désormais, quand même, essaient de se complètent. C'est-à-dire qu'en FLE, en tout cas, on a une entrée onomasiologique ouvertement affichée, la salutation, prendre rendez-vous, des choses comme ça. Et puis après ça, j'ai des entrées beaucoup plus sémasiologiques, c'est-à-dire que je vais m'arrêter sur certains de ces éléments, parce que c'est nécessaire de s'arrêter sur les mots quand on enseigne une langue. Donc, du coup, on a ces deux grands points de vue qui sont là, ces deux grandes entrées, et qu'il va falloir essayer de combiner. Alors, pour l'utilisation des corpus en classe de langue, ça a été vu notamment par Chambers, qui a très bien décrit ça, on a deux entrées possibles. C'est-à-dire que pour utiliser ces outils, soit on a une entrée indirecte, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre les étudiants tout de suite devant l'outil. Les étudiants, je vais leur donner, par exemple, je vais moi extraire en tant qu'enseignant un concordancier et je vais leur donner du papier, un concordancier. Donc c'est ce qu'elle appelle l'approche indirecte. Et puis l'approche directe, là je vais dire, je mets directement les apprenants devant le corpus. Donc ils sont directement mis devant l'écran et ils doivent manipuler le corpus. Donc dans les deux cas, l'idée, si je suis onomasiologique, c'est vrai qu'en FLE notamment, alors je ne sais pas dans vos langues, dans les langues que vous enseignez si c'est pareil, mais en FLE on essaie de faire en sorte que l'onomasiologie soit collective. C'est-à-dire dans un premier temps, on réfléchit ensemble à des choses, et puis après, justement, que la sémasiologie soit plus individuelle, c'est-à-dire qu'individuellement, je vais essayer de préciser les choses sur certains mots, etc. Mais bon, c'est pas obligatoire non plus, on peut faire l'inverse, d'accord? C'est une tendance que je vous donne ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'entrée directe, que je vais privilégier, c'est mieux si on la fait à plusieurs. C'est-à-dire que mettre les apprenants devant un corpus tout seul, pour qu'ils découvrent tout seul la chose, c'est pas forcément très rassurant. Quand même s'ils savent utiliser l'appli, ou en tout cas, c'est moins rentable que de les mettre ne serait-ce qu'à deux. Ça, en tout cas, je l'ai vécu et je l'ai vu. Donc, à deux, pour une entrée directe sur les corpus, c'est mieux que tout seul. Dans les deux cas, et ce qu'explique bien Chambers, c'est l'objectif, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que les apprenants, dans tous les cas, puissent tout seuls utiliser pertinemment ces outils qui sont à leur disposition. Alors l'objectif de la démarche, elle est complètement empreinte de socioconstructivisme. Excusez-moi. Donc l'idée, c'est de laisser quand même le temps de la prise de conscience de la langue par la manipulation. C'est-à-dire que désormais, quand on introduit des outils de ce type-là, c'est un peu comme on introduit le TLF. Je ne sais pas si vous introduisez le TLF dans vos cours. Celui-là, pour le coup, il fait peur. En tout cas, aux apprenants étrangers, une définition du TLF, c'est pas la peine. Donc il faut d'abord qu'ils se rendent compte qu'il y a un outil qu'il faut manipuler. Et que c'est l'outil, en fait, qui va les conduire à s'interroger sur la langue. Donc faire l'inverse. Donc on apprend à manipuler l'outil parce qu'on admet tous dans un premier temps que voilà, c'est un nouvel outil, il faut le découvrir. Et ensuite, c'est grâce à l'outil
que la langue arrive. Et c'est vrai, moi, ça fait quelques années désormais qu'au final, dans mon cours, qui est un cours quand même d'écrit scientifique, c'est franchement pas fun au départ, je ne fais plus, je n'introduis, c'est pas moi qui introduis la langue. C'est les étudiants, une fois, donc moi je fais un cours d'abord sur comment j'utilise le corpus, je leur donne quelques exemples, et c'est eux ensuite. Et donc la langue, elle est introduite par eux, par leurs questions à eux, hein, à chaque fois. Donc je n'introduis plus la langue en fait. Donc voilà, donc il y a vraiment une prise de conscience de la langue grâce à l'outil. Donc chacun se pose ses propres questions hein, en fonction de ses propres besoins. Et puis donc l'idée c'est d'instrumentaliser l'outil. C'est-à-dire que finalement, je ne sais pas si vous connaissez la notion d'instrumentation, instrumentalisation de Rabardel, c'est vraiment l'idée que en fait l'outil, je le manipule en fonction de mes besoins et pas en fonction de ce pourquoi il a été construit. Puisque souvent il a été construit par des talistes, linguistes, informaticiens, qui n'ont pas des buts didactiques. Eux, ils s'en foutent, hein, c'est pas leur... voilà. Donc, nous, didacticiens, il faut qu'on détourne, en fait, sa fonction. Et ça, les étudiants, généralement, y arrivent très bien. Ce qu'il y a, c'est que pour les amener à le décontourner, il faut que nous, enseignants, déjà, qu'on connaisse un peu l'outil, et puis qu'on ait une façon de les amener et qu'on ne les amène pas tout de suite directement, parce que, comme je disais, quand même, c'est un peu lourd à gérer quand il y a beaucoup de sorties dans les extraits, etc. Voilà. Donc, l'idée, c'est de trouver donc, les réponses, que les étudiants trouvent les réponses à leurs questions dans les corpus, grâce à cette idée d'instrumentalisation qui vient à la fois, d'abord, dans un premier temps, de l'enseignant, et puis après, de l'étudiant, puisque les étudiants ont plein d'idées aussi pour instrumentaliser les outils. Alors du coup, comment choisir les corpus à intégrer? Parce qu'après, on se dit, bon ok, j'ai compris, j'ai ma démarche didactique, je vais leur montrer comment on manipule tout ça, mais il y a plein de corpus. Alors, bien sûr, en anglais, il y en a plein, je ne vais pas du tout parler de l'anglais, mais je vous ai rassemblé une petite liste, parce qu'il en manque hein, encore, une petite liste en tout cas des corpus en français. Donc à l'écrit, à l'oral. Donc Corly, par exemple, rassemble, alors il y en a beaucoup, hein, beaucoup de corpus. À chaque fois quand je vous ai mis plusieurs corpus, il faut aller sur les sites, et là vous trouvez plein de corpus différents. Donc quand je dis plein de corpus différents, c'est parce que ce sont des corpus à thématiques différentes. Donc par exemple, il y a des corpus d'anciens français, il y a des corpus de presse, il y a des corpus scientifiques. Donc je vous donnais l'exemple de Scientex par exemple, parce que c'est là que j'utilise pour moi pour le français sur objectif universitaire. Là c'est un corpus scientifique. Il y a des corpus de moyens français maintenant, ça y est, ils arrivent à faire des choses comme ça. Alors Frantext, que vous connaissez peut-être, disons que Frantext je n'utilise pas du tout. Parce que déjà, un, il est très compliqué à utiliser, et deux, il n'est pas gratuit en ligne. Il n'y a que les universités, et donc les étudiants à l'université, qui peuvent y avoir accès, et encore, si les universités s'y abonnent, parce que c'est pas toutes. Mais, et donc moi là, je suis pour la diffusion internationale de la recherche, gratuitement. Et donc comme en FLE, j'ai affaire à des gens sur tous les continents, et que sur tous les continents, c'est pas évident, donc je ne travaille que sur des corpus gratuits en ligne. Donc tout ce qui est là, c'est gratuit en ligne. Bon. Voilà. Alors, l'oral est un peu plus compliqué à gérer, c'est-à-dire que l'oral, il y a de plus en plus de corpus très bien oraux hein, qui se mettent en place et qui se développent. Ce qu'il y a, c'est l'interrogation qui est pas simple. C'est l'interrogation, et donc pour l'instant, et en plus on interroge des transcriptions écrites de l'oral. Donc on sait bien le biais que ça a, donc c'est pas génial. N'empêche que c'est super d'avoir quand même des extraits de vrais Français dans la rue, hein, qui pour les étrangers, c'est super. Voilà. Donc voilà un exemple. Alors là, ce ne sont que des corpus également produits par des natifs, ou en tout cas des gens qui ont un très bon niveau de français. Ce n'est pas du tout des corpus d'apprenants. Je ne travaille pas d'ailleurs sur les corpus d'apprenants directement. Donc là, je ne vous ai pas mis les listes, mais il y a encore toute une liste de corpus d'apprenants en FLE qui existent et sur lesquels vous pouvez travailler. Et il y en a pareil de plus en plus des gratuits, hein, disons. Donc, ce qui nous intéresse, je vous l'ai dit, c'est la langue immédiatement réinvestie. Donc,
le choix que l'on va faire de notre corpus doit répondre à quelle langue ont besoin immédiatement mes apprenants. Du coup, comme je vous disais que j'ai plein de corpus, ben, je peux choisir, mais j'ai plusieurs critères à prendre en compte pour choisir ces corpus. Donc, quelle langue m'intéresse, pourquoi faire, hein, de quoi ont besoin mes apprenants pour cette langue. Alors voilà, j'ai essayé de rassembler un peu toutes les idées et toutes les choses qui sont venues au fil de toutes ces années, et aussi grâce aux étudiants que j'ai eus en face de moi et aux enseignants qui eux-mêmes ont pu poser des questions et ont fait ressortir certaines choses qui sont peut-être plus spécifiques au FLE ou à l'enseignement des langues en tout cas, que pour d'autres utilisations. Alors, d'abord, donc, quelle langue? De quelle langue j'ai besoin? Et c'est vrai que de plus en plus, maintenant, on parle des langues spécialisées, et malheureusement, en tout cas en FLE, il n'y a vraiment pas beaucoup de corpus de langues spécialité, hein, ce qui nous manque d'ailleurs, puisque c'est de plus en plus demandé. Des langues, donc la langue générale, alors généralement, on dit que la langue générale est représentée par la presse, ce qui n'est pas entièrement vrai, mais bon, voilà, on n'a rien d'autre, hein, donc c'est compliqué. Donc spécialisée, et puis de plus en plus maintenant les langues régionales. Hein, on commence à avoir des corpus de langues régionales. Alors pour l'instant, ils sont surtout à l'oral, hein, beaucoup moins à l'écrit, parce qu'il est vrai que le français régional, ben, on ne l'écrit plus, ou de moins en moins. Hein, donc on n'a pas encore suffisamment d'écrit. Après, donc, le type du support, j'en ai déjà parlé, l'oral, l'écrit. Est-ce que je veux travailler sur un corpus plutôt oral ou plutôt écrit? Et toujours pareil, quel écrit, du coup? Alors, quelque chose qui est essentiel, la temporalité. De quand date mon corpus? Frontex, justement, si je reviens sur celui-là qui est souvent connu de beaucoup d'entre vous, Frontex, ça va quand même du 15e siècle au 20e siècle. Donc c'est pas donc il faut quand même savoir ce qui intéresse mes apprenants. Donc vraiment la temporalité, c'est quelque chose de très important, et on le voit de plus en plus justement dans les corpus de presse, où on va avoir de la presse, par exemple, je sais, hier, la Boulton a montré le Lex Tutor, je ne sais pas si vous connaissez le Lex Tutor, et donc il y a Le Monde de 1998. Ouais. Tout le journal Le Monde. Bon, ben, c'est bien, c'est sympa, c'est chouette, mais 98, ça y est, c'est trop tard, c'est fini, on ne parle plus comme ça, on n'écrit plus comme ça. Donc voilà, 98, c'est vieux. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Et puis autre chose, c'est la taille. Alors justement, si je reprends l'exemple du Lex Tutor, tout petit corpus, qui est super justement pour des mots fréquents de la langue générale, etc. Parce que quand je fais des extractions, ben, j'ai peu d'exemples. Donc mes étudiants débutants, par exemple, c'est bon, ils ne sont pas noyés dans des tas d'exemples. Donc très bien. Mais je suis limitée dans mes recherches, du coup, parce que c'est petit. Et je ne vais pas retrouver justement toutes les formes figées qui posent énormément de problèmes à tout apprenant de langue. Donc il me faut autre chose. Donc c'est vrai que la taille est importante à la fois pour la fréquence et pour la représentativité des éléments de la langue. Donc ça, ce sont vraiment les critères sur lesquels on va s'appuyer pour faire nos choix. Alors je reviens donc sur ma diapositive de départ. Du coup, maintenant, vous pouvez mieux comprendre les éléments qui sont indiqués. Donc, j'ai mes deux grands critères discriminatoires qui sont oral, écrit. Alors, je les ai discriminés parce que, vraiment, pour moi, en tant que linguiste, c'est pas la même chose. Mais pour l'instant, c'est vrai que comme l'oral est transcrit, on a encore un peu... Bon, c'est à discuter. C'est discutable. N'empêche que les critères, d'abord, quel type de document je veux? Je veux de la presse, je veux de la littérature, je veux des sciences, je veux autre chose, qu'est-ce que je veux? Pour l'oral, pareil, quel type d'enregistrement, plutôt de l'audio, vidéo, etc. La variation, est-ce que je veux quelque chose dit authentique? Toute la question de qu'est-ce que c'est authentique, de toute façon reste entière, mais n'empêche que plutôt quelque chose d'authentique. Alors, quand je dis authentique, c'est par exemple, alors on voit bien à l'oral, on a des corpus oraux, ils sont allés interroger en gros les gens dans la rue, donc là on peut dire c'est vraiment authentique, et puis on a des corpus oraux où ils ont demandé aux gens de venir
dans des laboratoires de phonétique pour pouvoir enregistrer sans bruit, etc. Donc, et souvent, c'est des dialogues un peu préparés. Donc, voilà, là, c'est moins authentique quand même, comme dialogue. À l'écrit, c'est pareil. Qu'est-ce qui est authentique ? Bon, la question va se poser un peu différemment, mais c'est vrai que l'authenticité va être importante. Les régions, donc, de plus en plus, alors je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs l'un des seuls corpus de la francophonie, qui s'appelle Varitext, qui est donc un corpus du français francophone. Alors au départ, c'était vraiment que sur l'Afrique subsaharienne. Maintenant, ça s'est étendu donc à l'Afrique du Nord également, et puis Suisse, Canada et Belgique. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un panel de la presse francophone, et donc là, c'est une mine aussi super pour les régionalismes, etc. La taille, j'en ai déjà parlé, la date également. Alors après, se poser également quand même la question, ça je vous l'ai dit à un moment donné, pour qui, pourquoi? C'est-à-dire que c'est créé par des talistes, eux, ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Hein, et même des fois, ils ne savent même pas qu'on existe et qu'on utilise leurs outils. Donc du coup, ils ne créent pas des choses qui soient didactiquement exploitables. Donc c'est vrai c'est bien de savoir quand même pourquoi et pour qui, au départ, ce corpus a été créé. Et puis, alors, la question qui a été, d'ailleurs, hier, j'avais posé la question à un collègue qui avait monté son corpus sur qui a écrit les textes que je vais interroger, ou qui est le locuteur qui parle. Ça, c'est très important. Donc déjà, savoir si c'est un natif ou un allophone, savoir, par exemple, son âge ou son sexe. Donc ça, je trouve que c'est une vraie question de savoir l'âge ou le sexe. Alors, si c'est des enfants, oui, il y a pas mal d'ailleurs de corpus oraux avec des ados, des enfants, tout ça. Mais après, à partir de l'âge adulte, je ne sais pas si c'est l'âge qui est important. De mon point de vue, en tant que didacticienne des langues, c'est plutôt savoir s'il est monolingue ou plurilingue. Et à quel moment il a appris le français. Est-ce que le français, c'est sa première langue, deuxième langue, troisième langue, quatrième langue, cinquième langue, etc. Et du coup, par quoi il peut être influencé avant d'émettre des sons en français, par exemple, ou de rédiger quelque chose en français. Donc, il me semble que ça est beaucoup plus important à connaître. Donc voilà les critères que je pense qu'il faut qu'on ait tous en tête avant d'utiliser ces outils et pour bien les utiliser de façon pertinente. Et donc là, je conclus. Ça marche. Je conclus sur quand même une petite perspective. Donc, il me semble qu'avant, on avait l'idée quand même de cette approche indirecte qui était prônée par Chambers notamment, pour ne pas faire peur aux étudiants devant le corpus, sachant que, comme je vous disais, maintenant, ils n'ont plus peur de rien. Donc, du coup, on peut les mettre directement devant les corpus. Donc, c'était pas très DDL, mais quand même. Donc, je dirais hier, j'ai pas mis de date parce que justement les choses sont vraiment en train de changer, c'est flottant. Donc hier pour moi, c'est vraiment l'idée d'approche directe, les mettre devant, de plus en plus donc, directement devant le corpus et les faire manipuler. Est-ce que demain c'est vraiment cette idée de, puisque c'est ce que je vois émerger en tout cas dans mes classes, c'est l'idée que c'est pas seulement l'enseignant qui est créatif et qui instrumentalise l'outil, c'est aussi l'apprenant. Et donc, jusqu'où va-t-on avec ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut un peu cerner les choses? Pour pas non plus que ça parte dans tous les sens. Mais bon, pour l'instant, en tout cas dans mes classes, ça part pas dans tous les sens. En tout cas, ça va vers l'autonomie, c'est sûr. Et ils sont de mieux en mieux, je dirais, autonomes avec ces outils. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.